docteur Samuel Ferguson, correspondant du Daily Telegraph pour des reportages autour du monde, est le tout premier héros de la fabuleuse saga des voyages extraordinaires. En janvier 1863, les différents journaux annoncent la parution aux éditions Hetzel du roman « 5 semaines en ballon ». Son auteur est un quasi-inconnu. Il se nomme Jules Verne. 5 semaines en ballon. Il s'agit d'une histoire étonnante, celle du docteur Ferguson qui, avec 2 compagnons, va survoler à bord d'un ballon toute l'Afrique de l'Est à l'Ouest. Le roman s'ouvre le 14 janvier 1862 lors d'une séance de la Société royale géographique de Londres. Le docteur Ferguson y est venu présenter son projet d'exploration de l'Afrique avec notamment pour but de découvrir les sources secrètes du Nil. Samuel Ferguson est alors déjà célèbre. Fils d'un capitaine de la marine anglaise, il est entraîné très jeune dans des voyages maritimes qui lui donnent le goût de l'exploration et de la découverte. À 22 ans, il a déjà fait son tour du monde. Il explore l'Inde, l'Australie, l'Amérique. Ferguson a un ami et compagnon d'aventure, Dick Kennedy, grand gaillard et chasseur émérite. Un 3e personnage fera également partie du voyage, Joe, le domestique du docteur Ferguson, sorte de préfiguration de passe-partout dans le tour du monde en 80 jours ou encore de conseil dans 20 000 lieues sous les mers. Joe est une excellente nature ayant voué à son maître une confiance absolue et un dévouement sans bornes. Il le prouvera plus d'une fois durant la traversée de l'Afrique. Il est à noter qu'à cette époque, le ballon est plutôt considéré comme un spectacle et non comme un objet scientifique. Jules Verne le transforme en un observatoire aérien permettant de survoler et d'étudier des territoires inconnus. Pourtant, Jules Verne n'a aucune formation scientifique et l'origine de ce goût pour le voyage et l'aventure est à rechercher dans sa ville natale, Nantes, son port et ses nombreux navires de commerce qui partaient à l'autre bout du monde. Après avoir vécu jusqu'à l'âge de 20 ans à Nantes, Jules Verne part à Paris pour ses études de droit. Mais la passion de l'écriture lui fait abandonner une carrière d'avoué toute tracée par son père. Jules Verne devient un auteur de théâtre et plusieurs de ses pièces sont jouées à Paris au cours des années 1850. Il se met également à écrire des nouvelles dont certaines contiennent les prémices des futurs voyages extraordinaires. Ces pièces de théâtre et ces nouvelles ne permettent toutefois pas à Jules Verne de vivre décemment. À 33 ans, il se met à écrire un premier grand roman qu'il baptise « Voyage dans les airs ». C'est probablement au cours de l'année 1861 ou 1862 que Jules Verne rencontre le fameux éditeur Pierre-Jules Hetzel. L'éditeur s'enthousiasme pour cette aventure à la fois géographique et scientifique. Le titre de l'ouvrage est changé, il devient 5 semaines en ballon et est publié en janvier 1863. Les innovations techniques sont quasi inexistantes dans ce roman, si ce n'est l'invention d'un appareil par le docteur Ferguson permettant de décomposer l'eau en hydrogène et d'une double enveloppe dans le ballon, dont l'une est constituée de vapeur d'eau et l'autre d'hydrogène, permettant ainsi à Ferguson de faire un vol pouvant durer plus d'une vingtaine de jours. Toutefois, Ferguson est totalement dépendant des vents et du hasard de leurs mouvements. Il ne peut maîtriser que le mouvement vertical. Le docteur Ferguson décide de faire décoller son ballon depuis l'île de Zanzibar, dans la partie orientale de l'Afrique, sur l'océan Indien, c'est-à-dire du lieu même du départ de l'expédition du célèbre explorateur anglais Speke quelques années auparavant.
La fiction et la réalité s'entremêlent d'ailleurs bien souvent. Et le docteur Ferguson prend plus d'une fois un grand plaisir à conter auprès de ses compagnons le récit des différentes expéditions, particulièrement celle de Livingstone ou encore celle de l'explorateur Speke, qui a joué un rôle si important dans la découverte des sources du Nil. Ce survol en ballon de l'Afrique ne se fait pas sans causer quelques frayeurs auprès des populations indigènes qui confondront même parfois nos héros avec des dieux descendus du ciel. L'atterrissage du ballon, régulièrement nécessaire pour le ravitaillement, n'est pas sans danger. Cannibales, animaux sauvages et autres périls rythment souvent le parcours de nos 3 explorateurs. Certains risques n'avaient été guère prévus. Ainsi, alors que nos héros survolent une vaste plaine recouverte de hautes herbes, tout en laissant traîner au sol leur ancre dans le but de s'amarrer à un rocher, leur ballon se retrouve soudain entraîné par une force fantastique. Leur ancre s'est en effet accrochée aux défenses d'un éléphant d'une taille gigantesque. L'animal, furieux, tente vainement de se débarrasser de la corde qui le rattache à la nacelle, tout en fonçant à travers la plaine. Seule une série de coups de carabine tirés par Dick Kennedy permettra de stopper cet étonnant attelage. Grâce au ballon, nos héros survolent le lac Victoria, découvrent les sources du Nil et vont ensuite passer au-dessus de bien des paysages extraordinaires, tels un volcan en éruption, des mirages fantastiques, les terres de la Lune, la traversée du désert, le lac Tchad, mais également des cités mythiques telles les villes de Yola ou de Tombouctou. Un épisode mettra à rude épreuve nos 3 héros. Alors même qu'ils surplombent une immense étendue désertique, le vent, si nécessaire pour se déplacer, est désormais absent. Leur réserve d'eau s'épuise dramatiquement. Cette eau est non seulement précieuse pour leur propre survie, mais elle est également indispensable pour alimenter l'appareil du docteur Ferguson, permettant la production de l'hydrogène pour le ballon. Il n'est donc plus possible de continuer le voyage dans les airs. Leur ballon est posé dans le désert, ils ont soif et ils sont totalement abattus. Ce n'est qu'au prix de terribles souffrances qu'ils finiront par découvrir cette eau salvatrice au cœur d'une oasis. Et cette eau est gardée par un énorme lion à crinière noire. Dick Kennedy, sans écouter les conseils de prudence de ses compagnons, avance, l'œil flamboyant, sa carabine armée. Le fauve, apercevant le chasseur, bondit, mais il n'avait pas touché terre qu'une balle au cœur le foudroya. Sauvés, ils peuvent enfin puiser dans le puits cette eau si vitale pour la suite de l'expédition. Parmi les différentes anecdotes survenues durant ce voyage, l'une concerne la découverte d'une fantastique mine d'or. Cette fortune va, c'est le moins que l'on puisse dire, perturber le brave Joe qui tient absolument à emporter dans la nacelle du ballon une quantité considérable de ce minerai. Joe devra toutefois, avec désespoir, se dessaisir de son trésor afin d'alléger le ballon dans des moments critiques. Ce comportement de Joe, devant cet or, fera dire à Ferguson « Vois, mon cher Dick, ce que peut la puissance de ce métal sur le meilleur garçon du monde. Que de passion, que d'avidité, que de crime enfanterait la connaissance d'une pareille mine. Cela est attristant. » Joe n'hésitera cependant pas à se dévouer pour sauver ses compagnons, alors même que le ballon est en train de faire une chute vertigineuse. Malgré le passage par-dessus bord de l'ensemble de leur matériel, le ballon est toujours trop lourd. Joe décide de sauter de la nacelle et plonge dans le lac Tchad. Durant plusieurs jours, Joe vit seul au milieu des animaux féroces et des sauvages. Dépouillé de ses vêtements par une tribu, il se réfugie en pleine nuit dans un arbre protecteur. Et le réveil est terrifiant lorsqu'il découvre, horrifié, qu'il est au cœur d'une multitude de serpents. In extremis, Joe est sauvé et enlevé dans les airs par ses coéquipiers
alors même qu'il allait être capturé par une cavalerie d'Arabes. Finalement, à force de se délester jusqu'à se séparer de la nacelle et même du précieux fusil de chasse de Kennedy, nos héros arriveront à bon port, mais non sans mal. On voit souvent chez Jules Verne l'hymne au progrès technique. Pourtant, dès ce premier roman, Jules Verne fait une critique de la mauvaise utilisation de la technologie, notamment lorsque Dick affirme « D'ailleurs, dit Kennedy, cela sera peut-être une fort ennuyeuse époque que celle où l'industrie absorbera tout à son profit. À force d'inventer des machines, les hommes se feront dévorer par elles. Je me suis toujours figuré que le dernier jour du monde sera celui où quelque immense chaudière, chauffée à 3 milliards d'atmosphères, fera sauter notre globe. Et j'ajoute, dit Joe, que les Américains n'auront pas été les derniers à travailler à la machine. » Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même les conditions rocambolesques de la fin du voyage de nos 3 aéronautes jusqu'aux rives du fleuve Sénégal. À la suite du succès de 5 semaines en ballon, Jules Verne est admis à la Société de géographie, à Paris, qu'il fréquente assidûment, croisant ainsi de véritables explorateurs et géographes, lui offrant de nouvelles sources d'inspiration pour son prochain roman. Après la chaleur de l'Afrique, Jules Verne se plonge désormais dans l'ambiance glacée des régions polaires.